enchaîne avec maintenant, on enchaîne, et vous restez encore là, messieurs les experts, messieurs Gaudière et monsieur Galbrin, parce qu'on va parler du projet Modège. Et là, c'est monsieur Dorbeau, Rémi Dorbeau, président de la Greffe, qui a la main sur ce projet, puisqu'il est aussi président d'Ecoumen, qui est l'institut de recherche associé donc à votre syndicat. Alors, quels sont les... Présentez-nous, rapidement, présentez-nous le fameux projet Modège. Alors, le projet Modège, c'est 3 volets. Le premier volet est un outil de modélisation d'apparition des maladies des gazons pour essayer en fait d'anticiper l'apparition des bioagressions sur les gazons que l'on entretient en terrain de golf. Ce qui permet, pour résumer, si on arrive à modéliser et puis savoir qu'on a une statistique forte d'avoir l'apparition dans les quelques jours d'une maladie, de pouvoir faire du traitement préventif. À l'heure actuelle, la majorité des produits phytosanitaires qui sont homologués sur le marché sont d'excellents préventifs, ne sont plus des bons curatifs. Donc il faut les appliquer même plus en curatif précoce, mais vraiment à la limite préventive quand vraiment les démosyndromes, enfin le symptôme visuel apparaît. Et surtout de trouver le bon timing pour utiliser les produits de biocontrôle dans leur plein exercice, c'est-à-dire au moment où ils seraient le plus efficaces. Parce qu'on sait que les produits de biocontrôle en curatif, là aussi, c'est assez peine perdue. En revanche, ils ont un intérêt quand ils sont utilisés de manière préventive. Le deuxième volet de Modège intègre la notion de malherbologie et de désherbage et d'utiliser des leviers de pratiques culturales qui sont du sursemis, différentes techniques de sursemis, l'utilisation de biostimulants, de produits de biocontrôle et une fertilisation raisonnée avec différents types d'azote sur des parcelles pour pouvoir voir quel est le taux d'infestation, ou en tout cas si on arrive à contrôler l'infestation d'un gazon existant peu utilisé à différentes hauteurs, plutôt dirigé terrain de sport, à l'invasion de graminées annuelles ou dicotylédones, enfin d'adventices qu'on rencontre usuellement. Et le dernier point est un point, on va dire, de collection, plus collection variétale, où là on utilise en fait des plateformes complètes en isorisque sur le modèle des fermes des filles, où là, on va étudier différents paramètres en fait, de comportement. La différence qu'il y a avec les sélections telles qu'elles sont faites dans le cadre du GNIS et du GVS, c'est qu'on utilise les hauteurs de coupe qui sont les hauteurs de coupe classiques des golfs. On a peu de données sur une agrostide, je parle sous votre contrôle, sur une agrostide stolonifère ou ténuis ou autre, enfin de graminées à hauteur de tonte de green. Ça, on n'a pas. En fait, tous les calculs, ils vont vous le préciser, mais on n'a pas ces données-là. Les sélectionneurs ne l'ont pas, et l'intérêt du projet Modège, c'est de le développer sur l'ensemble du territoire, avec des grandes régions, et de s'appuyer sur les compétences de nos sélectionneurs, parce que l'important, c'est qu'il y ait autant les utilisateurs, les techniciens, et puis les sommités dans le domaine. Parce que ce gars-là, enfin, on en parle comme ça, mais c'est juste ce qui se fait de mieux. C'est pour ça qu'il est au 48 heures du Gazon Sport Pro. Hein. Mais d'avoir leur avis aussi, et eux, je pense que ça les intéresse, parce qu'ils ont des hauteurs de tonte et des niveaux d'entretien en fait, qu'ils ne rencontrent pas toujours souvent en fait, sur leur plafond de bassin. Voilà. Tous ces projets sont financés, cofinancés par le ministère de l'écologie, qui ont trouvé un intérêt. Monsieur Stallman, tout à l'heure, parlait de collaboration. C'est une des collaborations importantes. Et cofinancé par l'Institut Ecoumen Golf et Environnement. Alors, vous regardez bien sûr l'azote, mais est-ce que vous regardez aussi le potassium et le phosphore dans le sol? Alors, évidemment, sur les essais, on a des paramètres de départ. Ensuite, on a des méthodologies d'entretien. On a des sondes de suivi d'humidité. On a des relevés de stations météo. On fait des mesures, en fait, NDVI aussi, enfin, de mesures de stress, en fait, sur ces différentes graminées à différents moments de l'année. J'ai entendu dire qu'on pouvait éventuellement envisager l'utilisation du trèfle. Qui peut m'en parler de ça? Oui, effectivement, on travaille aussi sur des légumineuses à gazon. Parce que le trèfle a une vertu de capter l'azote. Oui, tout à fait. Donc là, on s'oriente vers un domaine qui est assez différent quand même, parce qu'on tombe vraiment dans des terrains très écolos. Arriver à convaincre les gens d'avoir du trèfle sur les terrains de sport, que ce soit sur les terrains de foot ou sur les fairways, ça marche, mais là réellement il y a un travail d'éducation à faire, parce que c'est pendant, je dirais,
pendant des années, des décennies, on a lutté contre le trèfle, on avait des bons produits pour lutter contre le trèfle. Donc à partir du moment où on n'a plus les bons produits, on peut se dire, plutôt que de lutter, si réellement le milieu est favorable au trèfle, il faut peut-être essayer d'adapter ces trèfles à ce qu'on veut. Et effectivement, on fait de la sélection depuis un certain temps, par défaut, parce que en fait, on faisait de la sélection pour les fourrages et on s'est aperçu que il y avait des types de trèfles qui étaient plutôt plus intéressants pour le gazon. Et ça donne des résultats intéressants. Mais pour moi, la principale difficulté, c'est d'arriver à convaincre d'abord ceux qui entretiennent les terrains et les utilisateurs qu'on pourra arriver à avoir du jeu correct avec du trèfle. Et ça, c'est pas forcément évident. Parce que, encore une fois, le jeu, c'est ce qui est le plus important. On parle de surface de jeu. Faut qu'on garde une bonne qualité qui soit adaptée aux joueurs et qui plaise aux joueurs. Et vous nous rappelez les vertus d'un sol azoté? Quel est l'intérêt d'avoir un sol très azoté? L'azote, c'est un des composants principaux des feuilles. Donc, à partir du moment où on met, je dirais, c'est l'effet le plus spectaculaire. Quand vous faites des essais, si vous faites un essai avec ou sans azote, là vous verrez des différences qui sont très significatives. Donc c'est ce qui va permettre le verdissement des graminées. Et donc c'est un effet très très important sur l'aspect esthétique et sur la croissance des plantes. Mais il ne faut pas qu'il soit excessif non plus. Ah oui. Et souvent sur les terrains de sport, il est excessif. Parce qu'on est sur des substrats artificiels dans certains cas, et donc on est obligé de surfertiliser, ce qui provoque une sensibilisation de la graminée et qui provoque aussi des maladies. Merci. Avant de libérer justement M. Galbrin et M. Gaudillère, est-ce que vous avez des questions pour nos deux experts? Allez, je profite de ces 5 minutes pour vous donner la parole. Zachary, si on a un micro pour sonoriser monsieur qui est encore côté jardin, décidément. Côté jardin, et ils ont la palme des interventions micro de ce jour. Peut-être que demain ce sera côté court, je ne sais pas. On verra. Monsieur, alors présentez-vous. Voilà, merci. Présentez-vous, monsieur. Question pour monsieur Galbrin ou monsieur Gaudillère? Oui, Emmanuel Veillas, commission environnement du syndicat des golfs. Très bien. J'aimerais savoir quelle part vous prenez dans l'étude de la séquestration du CO2 dans les gazons comparé aux forêts. Je sais que DLF a fait une étude il y a une dizaine d'années. Oui. Nous sommes très intéressés par l'évolution de ce sujet. On continue à travailler sur le sujet. Pour l'instant, on est plus dans une étude qui nous permet de distinguer les espèces. Il y a un effet. Alors, on sait qu'il y a des espèces qui stockent le carbone pendant plus longtemps, comme l'effet du rouge, par exemple. La dégradation est plus lente. De là à sortir une variété qui stocke plus de carbone qu'une autre, je vais être très honnête, c'est pas pour demain. C'est compliqué parce que ça demande à faire des essais sur une longue période. Donc déjà, les cycles de sélection sont longs. Ça sera pas, je vais être honnête, ça ne sera pas la priorité de demain. On pourra peut-être découvrir que certaines variétés stockent plus de carbone que d'autres, mais ça sera une sélection indirecte, ça ne sera pas une sélection directe. Le coût serait prohibitif. C'est malheureusement le cas pour plein de choses. On pourrait faire beaucoup plus d'essais, mais il faudrait beaucoup plus de moyens. Les moyens qui sont consacrés à la sélection variétale sont ridicules au niveau des gazons par rapport à ce qu'on fait en agriculture, par exemple sur des espèces comme le maïs, le blé, le colza. Ça n'a rien à voir. On est quelques personnes à faire de la sélection en France sur le gazon, alors qu'on a des centaines de personnes qui travaillent sur le blé ou sur le maïs. Donc on ne met pas les mêmes moyens, c'est tout. Vous êtes combien dans votre équipe, vous? Allez, en comptant large, on va dire 3 ou 4 à travailler sur le gazon. Chez DLF Recherche en France. Hein. Ah oui. C'est pareil pour nous en France aussi. Ouais. C'est très peu. Et dans le monde? Et dans le monde, on va dire, chez DLF, peut-être une vingtaine. Et chez Barenbrugge? On est sur les mêmes niveaux. Ouais. D'accord. Ouais. Donc c'est pas grand-chose. Ouais. Et le nombre de sociétés qui sélectionnent les gazons est de moins en moins nombreuse. Autre question pour M. Galbrin ou M. Gaudillère, chez Barenbrugge ou chez DLF Recherche? À nouveau, c'est pour Rémi, je suis désolé. Ah, Rémi, c'est vous la star aujourd'hui. Non, Rémi, je connais pas ta plateforme de... Chez Modège, pour Modège. Au Modège, ouais.
Est-ce que justement, par rapport à ce que disait tout à l'heure Christophe Galbrin avec les micro-trèfles, tu les as essayés pour dire est-ce qu'on ne peut pas utiliser ça sur les refs qu'on utilisait, on a dit tout à l'heure, on aurait pu les sélectifs gazon, etc. Est-ce que tu l'as essayé? Est-ce que tu as approuvé? Et même topo derrière, par rapport aux joueurs, est-ce qu'ils en sont satisfaits? Alors, et moi j'ai une deuxième question, je voudrais savoir ce qu'ils pensent des agrostides. Vous arrêtez de m'embêter. Les trèfles, c'est compliqué parce que moi j'ai un club de golf où on me dit il n'y a pas de lie. Alors le lie, c'est le porté de la balle, vous connaissez ça, mais enfin le gazon, il a un petit peu de rue, la balle elle doit être un petit peu portée, on tombe les fairways à 12 mm, mais quand il y a du trèfle, il n'y a pas le même port de la balle, et pour certains golfeurs de très bon niveau, c'est rédhibitoire. Ça m'amène à une question. Est-ce qu'il faut trouver des généralités pour tous les golfs ou est-ce qu'il faut adapter les graminées à chaque golf? Est-ce qu'un petit golf de 9 trous qui a vocation à lancer du golfeur a besoin de greens tondus à 3 mm et puis des fairways avec, je sais pas, de la grosse stolonifère, on pousse le vis très loin, tondus 3 fois par semaine, ou éventuellement un mélange de trèfle nain mélangé avec des petites graminées qui sont bien adaptées et puis qui permettent de réduire énormément la quantité d'intrants et des greens tondus à 6, 7, 8 mm éventuellement, mais qui, quand on putt, ils vont là où on envoie. C'est tout le problème du golfeur. C'est tout le problème de l'éducation des golfeurs qu'on a depuis 40 ans. C'est qu'ils voient Augusta, ils sont 54 d'index. Comme se dit mon copain Stéphane Ron, c'est les pouces-cailloux. Mais ils veulent Augusta chez eux tous les jours. Le seul problème, c'est qu'ils sont incapables d'apprécier ce que c'est qu'Augusta. Et s'ils jouaient Augusta, ne serait-ce qu'une fois dans leur vie, ils se diraient « j'arrête le golf ». Donc il faut remettre, et c'est tout le rôle de la fédération, et ce qu'on engage, et ce qui permettra justement de tester ces graminées, ces autres options qui ont un vrai intérêt environnemental, et notamment sur l'eau. Le problème, c'est encore les phytos, c'est une chose, mais l'eau, c'est en train d'arriver, et croyez-moi, ça va être violent. Donc il va falloir trouver des solutions pour essayer de garder du gazon en vie. Il y a des golfs où... les 2 dernières années, il n'y avait plus de gazon du tout sur les fairways pendant 2 ans. Donc ça, c'est peut-être aussi, peut-être un peu plus important sur les fairways que de se dire je vais avoir des phytos pour traiter la maladie qui attaque le gazon qui n'existe plus. Ah, c'est embêtant. Donc le travail à faire est sur la clientèle, tant sur les terrains de sport amateurs que sur les golfs. Leur dire qu'il faut des différents degrés. Oui, il y a des golfs comme Saint-Cloud qui veulent le top niveau. Il y a des golfs comme Saint-Non aussi. Puis il y a des golfs intermédiaires. Il y a les golfs de la chaîne Blue Green. Et je suis convaincu que Benoît, il ne va pas gérer le même degré de technicité selon les sites qu'ils ont à gérer. Donc l'avenir, il est là. Ces messieurs s'en occupent. Ils ont une grosse expérience. Mais effectivement, on s'est privé pendant pas mal d'années de solutions qui étaient viables, très intéressantes, sur l'hôtel d'Augusta. Très bien. Mais je voudrais qu'on pose des questions maintenant à M. Gaudière et M. Galbrin, s'il vous plaît. Uniquement pour M. Gaudière et M. Galbrin, parce que Rémi Dorbeau reste avec nous pour la suite et la fin de nos échanges. Donc, Monsieur. Je me permets de revenir sur ma question du désherbage. J'ai bien entendu tout à l'heure ce que vous avez dit, c'est-à-dire qu'il faut travailler sur les fertilisations, sur les regarnissages, pour augmenter la densité. Effectivement, un gazon très dense, il y aura beaucoup moins d'infestation de mauvaises herbes. La difficulté, je rappelle, donc nous c'est une entreprise paysagère où on intervient sur les terrains de sport, souvent pour les réfections. Et la question, elle est avec la conférence de tout à l'heure. Est-ce qu'il ne serait pas intéressant de se dire, on ne fait pas de désherbage systématique, mais est-ce qu'on ne pourrait pas avoir le droit de désherber nos terrains une fois tous les 3 ans, une fois tous les 5 ans? C'est pas une question pour eux. C'est pas une question pour eux. On pourra répondre tout à l'heure, mais on va trouver des solutions avec des outils adaptés pour ça. Après, il y a des techniques culturelles de sursemis réguliers. Si tu interviens à chaque fois où tu as des situations qui sont extrêmement dégradées, tu pourras toujours rien faire, quoi. On est OK. Mais après, on pourra en reparler si tu veux. Mais sur les axes de développement, c'est un vrai sujet, parce que pour moi, le désherbage, c'est un des plus gros. OK. Et alors, la question de M. Gaudière. Bon, tout à l'heure, vous avez parlé de conversion de flore avec le Bermuda, mais pour moi, ça reste des choses un peu extrêmes. Comment se fait-il que la conversion de flore avec la fétuque élevée n'est pas plus mise en avant? Parce qu'il me semble que là, il y a des vraies solutions techniques quand même. Je vous rejoins. C'est vrai que le Bermuda, c'est un peu la solution que tout le monde prend pour vraiment le truc idéal. Après, il est assez limité pour une certaine zone de la France, c'est clair.
même si on a envie, comme disait Christophe, et moi j'habite dans le sud de la Saône-et-Loire, d'en mettre aussi chez nous, quoi, en fait. Hein. C'est l'idée, parce qu'on se dit c'est vraiment parfait pour l'eau, etc. Après, la fétuque élevée, et notre collègue l'a dit aussi, c'est pour ça qu'on utilise beaucoup le régras. Parce que les régras a un gros avantage sur des plantes existantes de rapidement s'installer. Vraiment, on le voit s'installer. La fétuque élevée, c'est plus complexe. Il faut vraiment faire les installations, pas sur terrain de sport, par exemple, quand on bloque les terrains sur le fin de printemps, mai, juin, juillet, c'est très compliqué. Parce que souvent, on a des gazons qui sont déjà en pleine forme, qui sont denses, peut-être envahis de pâture annuelle, mais en tous les cas, il n'y a pas de place pour que la fétuque élevée puisse s'épanouir dans le mélange. Plutôt favoriser des semis ou des regarnissages de sortie d'été, derrière des opérations mécaniques. Voilà. Donc voilà, ce qui fait que la fétuque élevée est très intéressant, surtout comme on a des nouvelles variétés. Franchement, je vous engage à venir chez nous, dans nos centres de recherche, et vous allez voir, les fétuques élevées, on a des fétuques qui sont aussi fines que certains régras il y a 4-5 ans, quoi, en fait. Hein. Et on a une nouvelle génétique de fétuques élevées qui développe aussi des rhizomes. Hein, c'est-à-dire qu'on a une plante qui a la capacité d'aller auto-réparer autour d'elle et de se régénérer en gardant les mêmes critères génétiques. Ça, c'est performant, mais la fétuque élevée reste difficile en regarnissage. Ça, c'est clair. Et il faut l'accompagner de bonnes méthodes, au bon moment, avec le bon matériel, et ça ne marche pas toujours à 100%. Voilà. C'est pour ça qu'on facilement va sur des régras anglais, en fait. Attention, les régras, c'est pareil, ça a évolué. Hein. On a des régras beaucoup plus performants par rapport à la sécheresse, qui vont récupérer derrière des gros stress hydriques, qui sont très agressifs. Voilà, quoi. Chaque plante, malheureusement, a son petit problème, quoi, en fait. Dernière question pour DLF Recherche ou pour Barenbrugge? Pas de questions? Si, monsieur et monsieur. Allez, 2 dernières questions et après, on passera à la suite et on pourra donc vous libérer, messieurs. Et on pourra vous remercier pour vos apports qui étaient passionnants et très instructifs. Monsieur, présentez-vous, s'il vous plaît. Bonsoir, Société Turf Plaque, monsieur Bezard-Falgas. Pourquoi le pâture annuel, pourquoi nos sols sportifs sont-ils systématiquement supplantés par le pâture annuel? Pourquoi nos graminées pérennes ne trouvent ni place ni pied sur nos terrains? Parce qu'on fait tout pour cultiver du pâture annuel. Ouais. On arrose trop. On arrose trop, on fertilise trop, et on n'est pas assez sévère avec nos terrains dans certains cas. Parce que le pâture annuel, le problème c'est que c'est une graminée qui est insidieuse. Au départ, ça peut être très bien, avec de l'eau et de l'azote. Ça peut faire un gazon magnifique. Et donc on a tendance à continuer à insister dans cette voie-là, alors qu'il faudrait faire l'inverse. Donc c'est surtout l'autre problème, c'est que c'est une graminée qui monte à épi très rapidement, qui donne des graines très rapidement et qui se multiplie de façon très rapide. Et on a un stock dans tous les terrains, on a des stocks de graminées, de pâture annuelle qui est énorme. Une parenthèse aussi sur le pâture annuel ou même la qualité. Une précision, il y a la sélection, la génétique, tout le travail, mais il y a aussi la production des semences. Et il faut savoir que la conduite de la production de semences, c'est aussi tout au long du process de production qu'on va contrôler avec nos collègues qui suivent les productions pour limiter ces mauvaises herbes et avoir au moins des lots de semences propres et indemnes de mauvaises herbes. Parce que regarnir, faire de l'inversion de flore avec des semences qui sont techniquement sur le papier fortes, mais intrinsèquement envahi de mauvaises herbes, c'est pas bon non plus, quoi. La qualité de l'eau, des lots de semences, c'est très important aussi. On a tout essayé pour se débarrasser du pâture annuel sur des sols sportifs. On est allé jusqu'à les décaper, pensant qu'on allait pouvoir réimplanter nos pérennes sur ces terrains. Ce qu'on a pu constater, c'est que dans les années qui suivaient, le pâture annuel recommençait à dévorer la couverture. Moi, je vous pose juste une question. Le constat et la question que j'ai fini par me poser, quand on voit le nombre de regarnissages en régras que l'on fait sur nos sols sportifs depuis des années, quand on fait le calcul et le cumul en millions de graines que cela représente sur nos regarnissages et les résultats qu'on en tire sur la couverture, moi je suis désolé, mais le renversement de flore, je n'y ai jamais cru. Et je n'ai jamais considéré que ces solutions-là nous apportaient des solutions. Alors, dans certaines conditions climatiques, c'est très compliqué. Mais à partir du moment où vous avez un été suffisamment chaud, suffisamment sec, c'est pas normal d'avoir du pâture annuel.
C'est une espèce qui n'aime ni la chaleur ni la sécheresse. Donc faut réviser la façon de gérer les arrosages sur les terrains de sport. Ça, c'est la première solution. Ça, c'est simple et ça coûte pas cher. Il suffit de fermer le robinet. Et là, vous allez voir que le pâture annuel, il va forcément diminuer. La difficulté, c'est que souvent, on fait du regarnissage pendant la période estivale. Et on est obligé d'arroser si on veut faire germer nos graines. Donc là, il faut absolument réviser les périodes de regarnissage. Mais ça ne sera pas la même chose dans toutes les régions. Parce qu'on ne peut pas se permettre de faire la même chose en Bretagne ou dans l'est de la France ou dans le nord ou dans le sud. Parce qu'on n'a pas les mêmes conditions. Et en fonction aussi du niveau d'entretien du terrain, parce que on parle de terrain de sport en général, mais entre le terrain de sport, le terrain d'honneur d'une équipe qui joue en district et puis une équipe de Ligue 1, c'est pas la même chose. On n'a pas les mêmes exigences. Donc faut pouvoir s'adapter aux différentes conditions et aux différentes conditions climatiques et techniques de chaque terrain. Mais je pense que c'est pas impossible. C'est pas impossible. Moi, j'ai du pâture annuel dans mes essais, mais le pâture annuel ne survit pas parce que simplement, il suffit de stopper l'arrosage et le pâture annuel meurt. Juste une question, une réflexion. Au travers du constat que j'ai pu faire aussi de mon côté, ça fait 30 ans que je suis dans ce métier-là et je fais principalement que ça. Est-ce que nos graminées pérennes, les sols, ne deviennent pas impropres à leur installation au point de s'y ancrer? En fait, moi, ce que je constate aujourd'hui, les graminées pérennes sont quand même des graminées nobles, vertueuses, extrêmement exigeantes. Elles amènent, malgré tout, un lot de vertus pour résister à la chaleur, aux maladies, à l'arrachement, au piétinement, avec des forts pouvoirs de régénération. On ne parvient pas à les réimplanter sur ces sols. Alors, on a d'autres contraintes. Les délais de remise au jeu, les périodes qu'on nous donne, qui sont courtes, qui sont difficiles. Hein. Notre métier, il est difficile, on le sait. Mais moi, j'ai fini par faire un constat, c'est que ces graminées-là, qui ont vocation quand même à se développer, à s'ancrer et à naître avant tout, si vous vous occupez un tant soit peu du milieu dans lequel vous les installez et que vous trouvez un équilibre à la fois physique, chimique et biologique au sein de ce sol, vous vous apercevrez que ces graminées-là trouvent moyen de faire un tant soit peu concurrence à un pâture annuel. Alors, on n'aura jamais 100% de graminées pérennes sur nos terrains. Mais arriver à trouver l'équilibre, c'est-à-dire rétablir un équilibre à 60-40, 50-50, moi j'y crois et je l'ai fait. Je m'aperçois qu'en fait, quand on trouve cet équilibre, le comportement du terrain n'a plus rien à voir, que ce soit au niveau des maladies ou au niveau des chaleurs. Mais l'aspect agronomique est très très important. C'est sûr que l'agronomie du sol est quelque chose qu'il faut pas négliger, qu'il faut pas oublier. C'est un ensemble, c'est un équilibre entre différents paramètres et faut tenir compte de tout ça. Effectivement, c'est pas en se disant tiens je fais mon regarnissage tous les ans et je comprends pas, ça marche pas. Il y a plein de paramètres à tenir compte. Donc la biologie du sol est quelque chose d'important, c'est sûr. Si je peux me permettre, tous vos terrains sont arrosés? La plupart. Vous avez le même phénomène sur les terrains non arrosés? Oui, majoritairement, ils sont tous arrosés. Pâture annuel, ça aussi, c'est une plante qui est annuelle, qui concentre tout sur sa physiologie de reproduction, à la différence des graminées pérennes qui vont s'ancrer profondément dans le sol et qui vont orienter leur physiologie justement dans la pérennité. Si vous considérez que vous travaillez que les premiers centimètres du sol, vous ne travaillez que le pâturin annuel. Si vous commencez à travailler sur 20 cm de sol et vous délaissez ces premiers centimètres de sol, c'est-à-dire que vous n'apportez quasiment aucun élément nutritif qui soit propice au développement du pâturage, vous allez appauvrir le réservoir de graines dans le sol au niveau pâturin annuel, vous allez avoir de moins en moins et vous aurez de plus en plus de graminées pérennes. Donc ça rejoint ce que vous dites. Si vous occupez du sol et que vous le travaillez profondément, vous aurez de moins en moins de pâturin annuel. On le pratique dans les golfs depuis des années sur des greens de golf avec des graminées qui sont tendues à 4 mm. On arrive à convertir en 3-4 ans, si on règle bien les paramètres d'irrigation, seulement quasiment ceux-là, qu'on laisse la place aux nouvelles graminées pour s'installer, à convertir en agrostides ténuis, pas des stolonifères forcément très agressives. Le point où je rejoins Christophe, c'est que nous, on a fait des sursemis systématiquement. Tous les gens, on sursème le golf avec des fétuques, pour nous, pour notre cas, pour l'instant, en fétuque rouge. Il y a eu des années où j'ai fait les plus grosses erreurs de ma vie. J'ai lancé des sursemis, je n'ai fait que d'élever d'adventice. C'est-à-dire j'ai fait des sillons en semi-direct avec un semoir à disque, je fais ça en croisé, je n'élevais que de la Véronique.
Alors là aussi, on se pose la question, est-ce que j'ai fait la bonne pratique culturelle au bon moment? Je n'aurais jamais dû ouvrir les sols à ce moment-là, dans ces conditions-là. En tout cas, vous avez répondu à ma question, vous aimez les agrostides. Ah bah, elles sont adaptées à 3 mm. Enfin, disons, avec le pâturin, je veux dire, c'est celles qui sont les seules adaptées à faire à peu près du green de golf. La fétuque, c'est un peu plus haut. Il faut remonter quand même un peu la hauteur de coupe si vous voulez en avoir. Bien, merci. Dernière question avant de libérer, parce qu'après il faut qu'on enchaîne, on a encore deux, trois sujets à évoquer ensemble. Très rapidement, une vraie question, et uniquement pour DLF Recherche ou pour Barenbrugg, parce que si c'est pour Monsieur Dorbeau, ce sera pour après. Je voulais savoir s'il y avait de la recherche du coup sur de la semence OGM, comme on peut en avoir en agricole en fait. Bah, on a dit qu'on parlait pas d'OGM justement, c'est On l'a déjà évoqué, non, on ne fait pas d'OGM en gazon. Vous, je sais bien, mais Alors, aux États-Unis, il y a eu de la recherche en OGM sur des agrostides, mais je crois que ça a été stoppé parce que on peut pas garantir la non-pollution, enfin la multiplication de ces semences OGM dans la nature. Ouais. Voilà. Merci beaucoup. Applaudissements pour Monsieur Gaudière et Monsieur Galbrin. Merci. DLF Recherche, Barenbrugg, merci à vous. Rentrez bien. Vous revenez demain? Oui. Bon, bah demain matin, alors on vous attend.